Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo avec une émission spéciale consacrée à la crise politique. Et comme chaque semaine, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Cette semaine, Thomas Ménager, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement national et député de la 4e circonscription du Loiret. Face à vous, Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Sénat, sénateur RDPI des Hauts-de-Seine. C'est le camp présidentiel au Sénat. Et vous êtes président du Parti démocrate et progressiste qui correspond, je le précise, à l'aile social-démocrate du Bloc central. Okay. Et on reviendra sur la crise politique en France qui s'est profondément aggravée cette semaine. Un nouveau gouvernement pourra-t-il lever les blocages à l'Assemblée nationale ou faut-il organiser de nouvelles élections ? Et une autre question se pose, la France aura-t-elle un budget avant la fin de l'année ? Retraite, fiscalité, économie, les désaccords persistent entre les groupes politiques. Mais d'abord, le feuilleton de la semaine, riche en rebondissements. Il a commencé dimanche par un tweet, le récit de Stéphanie Despierres. C'est un tweet cinglant de Bruno Retailleau qui met le feu aux poudres dimanche soir. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture. Le nouveau gouvernement vient tout juste d'être nommé. La plupart des ministres sont reconduits, Bruno Retailleau aussi. Sauf que c'est le retour d'un autre Bruno. Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, qui déclenche la fureur du patron des Républicains. Bruno Retailleau menace de claquer la porte. Lundi matin, le gouvernement est donc déjà mort-né. 14 heures après l'annonce de son équipe, Sébastien Lecornu jette l'éponge. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans. Le président de la République accepte sa démission mais lui demande de négocier 2 jours de plus. À Matignon, le ballet des consultations reprend. Mercredi, la journée démarre sur une note d'optimisme. Il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. La veille, l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne dit qu'elle est favorable à la suspension de la réforme des retraites. C'est pourtant elle qui l'a défendue. En arrivant rue de Varennes, les socialistes espèrent donc une confirmation ratée. Au moment où nous nous parlons, nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen arpente le salon de l'élevage en Auvergne. Pour la première fois, le RN a refusé un rendez-vous à Matignon et sa chef n'a plus qu'un mot à la bouche. Je sens sur tout, moi, là, maintenant. Tout. Ah, tout. Tout. Non, mais tout. La plaisanterie a assez duré. Mercredi soir, après un nouvel entretien avec les chefs de groupe du Bloc central et les Républicains, Sébastien Lecornu s'invite aux 20h. Je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Les regards se tournent donc à nouveau vers Emmanuel Macron. Voilà pour ces derniers épisodes. Alors Thomas Ménager, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre qui ferait des concessions aux oppositions. Pourquoi ne pas lui donner sa chance dans l'intérêt du pays ? Je crois qu'on a donné sa chance déjà depuis un an à 3 premiers ministres, à 3 gouvernements. Le pays est à l'arrêt, il n'y a aucun texte qui a été voté, alors même que les Français souffrent, qu'il y a de graves problèmes en matière de pouvoir d'achat, en matière économique, en matière sécuritaire, qu'il y a une urgence à redresser les comptes publics. Donc il y a urgence en fait à une nouvelle majorité, une majorité claire, un gouvernement qui ait la capacité d'agir. On a essayé, on a accepté d'aller débattre, d'aller échanger, de ne pas censurer parfois. M. Bayrou, même si c'était imparfait, le Rassemblement national en responsabilité a dit on laisse passer un budget dans l'intérêt du pays, mais à un moment, maintenant qu'il y a la possibilité constitutionnelle de retourner devant les urnes, c'est la 5e République qui le prévoit, je pense que la seule solution, c'est la dissolution. On parlera de cette question de la dissolution, mais Xavier Iacovelli, d'abord, quel profil faut-il pour le gouvernement ? Est-ce qu'il faut essayer autre chose qu'un gouvernement de bloc central, aller vers un gouvernement technique ou un gouvernement de gauche ? Je pense qu'il faut tout essayer. Il faut tout essayer parce qu'avant la dissolution, c'est la dernière possibilité pour effectivement le président de la République d'essayer de retrouver de la stabilité. Moi, malheureusement, je ne pense pas qu'une dissolution apportera plus de stabilité. On voit bien dans les sondages, dans les projections que font les organismes de sondage, on voit bien qu'on serait à peu près dans le même blocage. Alors effectivement, peut-être un peu plus pour le Rassemblement national, certainement moins pour le Bloc central. Sur le
profil du futur gouvernement. Quelle serait la solution? J'ai pas je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse rassembler tout le monde, tous ceux qui ont l'intérêt supérieur du pays attaché au cœur. Honnêtement, on a besoin de sortir de cette crise. On a besoin d'un budget, non pas pour le plaisir d'avoir un budget, parce que si nous n'avons pas de budget, nous serons obligés d'avoir une loi spéciale. Cette loi spéciale, elle va avoir un impact sur les finances publiques, ça va aggraver le déficit de notre pays. Et aujourd'hui, notre responsabilité de parlementaire, c'est pas... Je ne suis pas d'accord avec vous, on a fait des lois. Et même l'Assemblée nationale, malgré l'instabilité, vous avez beaucoup légiféré en un an depuis la dernière dissolution. Donc il y a eu des lois qui ont été faites. Si on a réussi à trouver des accords, je pense qu'on peut aller plus loin encore et on peut faire en sorte d'avoir une coalition technique, peut-être technique, pour les 18 derniers mois qui restent avant les élections présidentielles. Alors Thomas Ménager va vous répondre. Mais non, mais c'était un projet de loi pour Mayotte et un budget. Depuis la dissolution, il n'y a eu aucun projet de loi qui a été déposé, qui a été débattu, qui est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je veux dire, à un moment, bien entendu, on a travaillé, mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui et regarder nos électeurs et les Français dans les yeux en disant on a pris les mesures, les réformes nécessaires pour votre santé, pour votre pouvoir d'achat et le pays avance? On peut quand même tous être d'accord qu'on est dans une situation où le pays est figé, il y a un immobilisme total et qu'aujourd'hui, il y a besoin, j'ai envie de dire, quelle que soit la majorité, un gouvernement qui puisse agir et travailler, et j'espère du Rassemblement national. Monsieur le député, vous avez complètement raison, mais l'Assemblée nationale, elle est le reflet de la volonté des Français. Je veux dire, c'est pas le président de la République qui a décidé la tripartition de notre Assemblée. C'est les Français qui ont décidé. Donc revenir sur un choix des Français d'il y a un an, pour avoir exactement la même répartition à quelques... vous n'en savez rien, chers collègues. Vous n'en savez rien non plus. Jusqu'à preuve du contraire, y compris dans les sondages, 70% des Français ne veulent pas du Rassemblement national. Je ne dis pas que vous ne serez pas la première force au Parlement. Vous n'avez pas de sondage. Vous serez peut-être la première force au Parlement, mais pas au point d'être majoritaire et donc d'avoir une stabilité. Ça donc, aujourd'hui, il faut tenter. Aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. On a tout tenté. On a tenté les coalitions dans tous les sens, LR, PS. Il y a une dissolution. Je vous rappelle quand même que vous vous prépariez à aller à Matignon avant les élections européennes. Vous demandiez d'ailleurs, avant les élections européennes... Jordan Bardella demandait... Avant les élections européennes, vous demandiez déjà une dissolution. Vous avez eu la dissolution après les élections européennes. Force est de constater que les Français ne nous vous ont pas accordé la majorité. Comme ils n'ont pas accordé la majorité à aucun parti. Moi, je suis très humble là-dessus. C'est pas le problème. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une tripartition de notre Assemblée nationale qui fait que personne n'a la majorité. Donc, soit on se dit, on est capable d'avancer collectivement pour l'intérêt supérieur du pays, on se met autour d'une table et on voit les 3-4 points qui sont nécessaires pour les Français jusqu'à l'élection présidentielle. Et là, on peut faire avancer le pays. Soit, effectivement, on continue sur une instabilité et un blocage institutionnel comme nous pouvons l'avoir actuellement, où c'est une image pathétique pour les Français, où personne n'est grandi dans cette histoire. Thomas Ménager, quand Marine Le Pen dit « dans tous les cas, je censure tout », est-ce que finalement vous ne souhaitez pas la poursuite du chaos pour le pays? Non, mais est-ce que le chaos, c'est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, ce que propose M. Iacovelli, même nous, on y a cru. On s'est dit, de toute manière, on n'a pas d'autre choix. Il y a eu une assemblée, il y a 3 blocs. Il faut que chacun fasse des concessions, chacun fasse un pas vers l'autre. Ils ont essayé de constituer des gouvernements. C'est-à-dire même au sein du bloc central, aujourd'hui, ils se tirent dans les pattes. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a un an déjà, c'était compliqué. Et aujourd'hui, au sein même de cette grand parti unique qui a fait, au final, un front contre le Rassemblement national, et c'est la raison pour laquelle on considère un an après que les choses seraient différentes parce que les Français voteraient différemment, notamment au second tour, et ne feraient pas un blocage parce que c'est cette situation de Front républicain qui a mené à l'instabilité. Nous, la stabilité, elle passera par un retour aux urnes, un nouveau choix proposé aux Français et une majorité. En tout cas, Xavier Iacovelli, en cas de nouvel échec de ce énième gouvernement, la dissolution deviendrait dans ce cas inévitable. Ça, c'est un choix du président de la République. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il choisira. Je pense qu'effectivement, il y a encore des pistes à explorer avant la dissolution. Et encore une fois, je ne pense que la dissolution, et économiquement et politiquement, n'apporterait rien plus que de l'instabilité supplémentaire. Et puis le Rassemblement national propose une autre option que la dissolution, ce serait le départ d'Emmanuel Macron. Mais finalement, Thomas Ménager, est-ce que les partis politiques qui refusent actuellement de travailler ensemble, ils ne sont pas tout autant responsables de cette situation qu'Emmanuel Macron?
Je considère que les partis politiques, je vous l'ai dit aussi l'année dernière, ont voulu un peu modifier ce qui était normalement prévu par tous les sondages et par le résultat du premier tour, en faisant des désistements, des candidats de droite qui sont désistés pour des candidats de gauche, voire pour des candidats LFI, et vice-versa. Aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est d'ouvrir une nouvelle page, c'est de tourner la page de cette période d'instabilité, et je le répète, c'est vraiment la dissolution qui est la seule solution. C'est même pas forcément dans l'intérêt du Rassemblement national. Alors on dit c'est parce que vous avez des très bons sondages, mais c'est juste parce que tout est bloqué et qu'on est aussi la risée du monde, et que je pense que le pays bloqué est aussi une mauvaise nouvelle pour notre économie. Donc le départ d'Emmanuel Macron, c'est pas la meilleure solution. Le départ d'Emmanuel Macron, ça c'est propre au président de la République. Nous, on dit que c'est une possibilité. Quand on regarde les textes, c'est pas compliqué. Quand on regarde la Constitution, il y a 3 solutions. Des référendums, gouverner par référendum, la démission du président de la République, ça le regarde, et la dissolution. Alors, Xavier Iacovelli, une question pour vous. Édouard Philippe a appelé cette semaine, lui, à un départ d'Emmanuel Macron après l'adoption du budget et à une présidentielle anticipée. C'est déloyal, c'est une trahison? Je ne sais pas si c'est une trahison. Je pense que moi, je n'aurais pas, en tout cas, utilisé ces propos. Je pense qu'il peut avoir ces discussions avec le président de la République, face à face. Je ne suis pas sûr que publiquement, ça soit très loyal, on va dire, de le faire. Après, je ne pense pas qu'il y ait un manque de loyauté vis-à-vis du président de la République. Je pense qu'il y a une volonté de prendre ses distances. Et les ambitions présidentielles, parfois, peuvent nous laisser dire quelques mots qu'on peut regretter après. Mais en tout cas, moi, j'apprécie Édouard Philippe, donc c'est à la fois compliqué, mais je pense aujourd'hui qu'on a besoin de dépasser ce débat présidentiel. On n'est pas dans les présidentielles aujourd'hui, on est sur un budget, encore une fois, pour les Français. C'est peut-être ça le problème, Thomas Ménager, dans cette situation, les ambitions présidentielles de tous ces acteurs, que ce soit au Bloc central, au RN ou à gauche. C'est ça qui bloque. On se rend compte qu'au sein même du Bloc central, et je trouve ça toujours très classe, voilà, il y a un manque de loyauté même entre eux. Je trouve que ça donne une mauvaise image de la politique, je veux dire, qui va salir un peu toute la classe politique, ou des personnes qui ont été élues avec Emmanuel Macron au moment où ça devient plus compliqué, et je ne suis pas un partisan d'Emmanuel Macron, lâche Emmanuel Macron parce que voilà, ils le mettent dans le fossé pour essayer d'avancer. Après, bien entendu, la question de la présidentielle arrivera, c'est une question majeure parce que ça sera le moment où on tournera définitivement la page, surtout s'il n'y a pas d'émission du président de la République. C'est pas honteux de parler de la présidentielle, c'est pas honteux, vous savez, quand on est politique, de parler des élections et de se préparer aux futures élections. C'est quand vous voulez gouverner, c'est votre boulot. D'ailleurs, je pense que la proposition d'il y a quelques jours de Sébastien Lecornu sur le fait d'avoir un gouvernement qui n'est pas en son sein des membres qui a une ambition présidentielle, je pense que c'est plutôt sain. C'est un gouvernement technique. Un gouvernement qui peut être un gouvernement politique, mais sans ambition présidentielle, et donc qui soit tourné vers l'intérêt des Français et vers les 18 mois qui nous... en France ? Je pense que c'est possible. Alors après, l'appétit vient en mangeant. On sait très bien que certains ministres peuvent avoir des ambitions une fois ministres. On l'a vu d'ailleurs dans les précédents gouvernements. Mais je pense que la priorité, c'est de s'intéresser aux Français et pas à la présidentielle. Et la priorité pour la France, c'est d'avoir un budget avant la fin de l'année. Le gouvernement aura la lourde tâche de faire adopter ce budget au Parlement. Mais en a-t-il encore le temps? Les explications de Jérôme Rabier. C'est devenu la priorité des priorités et l'horloge tourne pour avoir un budget adopté d'ici la fin de l'année. Toutes les heures comptent désormais si nous voulons avoir un budget avant le 31 décembre. Donnez-nous le texte, donnez-nous le texte. Sébastien Lecornu a annoncé qu'il y avait un texte prêt à être présenté dès lundi 13 octobre en Conseil des ministres. Lundi, c'est la date limite, car la Constitution prévoit qu'il y ait jusqu'à 70 jours pour le faire adopter, 40 jours en première lecture à l'Assemblée, 20 jours au Sénat et 10 jours pour avoir une version commune des deux chambres. Pour le faire voter, il faudra au futur gouvernement du doigté pour ne pas se faire censurer. Difficile, mais pas impossible pour les LR. Et par le travail des deux chambres et les bonnes volontés, nous devons répondre à cette comment dirais-je, contradiction, une grande diversité d'opinions, et être capable de nous montrer d'accord et cohérent. Pour les Insoumis, ce serait un passage en force avec la complicité d'une partie des oppositions. C'est une manière de continuer à imposer un gouvernement minoritaire, une politique minoritaire, en espérant qu'au moins une de ces oppositions accepte de rentrer dans le débat budgétaire, alors même que les choses sont déjà cadrées.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé en 70 jours, le gouvernement pourra faire appliquer sa loi de finances par ordonnance. Enfin, en cas de rejet du budget, il y a un ultime recours. Michel Barnier l'a utilisé l'an dernier en faisant voter une loi spéciale qui reconduit le budget de l'année précédente, faute de mieux. Thomas Ménager, vous l'avez dit, l'objectif du Rassemblement national, c'est de convoquer de nouvelles élections législatives. C'est-à-dire que votre priorité, c'est pas que la France ait un budget d'ici la fin de l'année? Non mais si, c'est d'avoir des élections et on aura le temps. Il y aura peut-être besoin d'une loi spéciale, on l'a dit et ça a été dit pendant 1 ou 2 mois pour voter un budget comme on l'a fait l'année dernière en février. On nous avait promis que les cartes vitales ne marcheraient plus, que ça serait la catastrophe, que les taux d'intérêt allaient exploser. Objectivement, les réactions sur les marchés, les réactions en plus marchés financiers, n'ont pas été celles qu'on nous avait promis. Donc on a le temps de convoquer des élections, on a le temps après d'avoir un budget. Et il y a cette possibilité de loi spéciale qu'on a déjà utilisée il y a 1 an et qui n'a pas été une catastrophe. Qui reconduit le budget de l'an dernier. Qui reconduit provisoirement le budget de l'an dernier avant qu'il y ait un nouveau budget avec un nouveau cap et qu'on puisse aller vers des investissements différents. Xavier Iacovelli, loi spéciale ou budget avant la fin de l'année? Qu'est-ce qui est possible? Moi, je souhaite plutôt un budget avant la fin de l'année parce que si on veut faire des réformes, si on veut à la fois avoir des recettes nouvelles ou baisser un certain nombre de dépenses qui sont nécessaires pour maintenir notre équilibre budgétaire, il nous faut une loi de finances avant le 31 décembre. Et je prends juste l'exemple sur la loi de finances de la sécurité sociale, qui est quand même le premier budget de l'État, c'est la sécurité sociale. Si nous n'avons pas de loi de finances de la sécurité sociale votée avant le 31 décembre, le déficit qui était prévu de 17 milliards, déjà 17 milliards de déficit prévu sur celle de 2026, si on n'a pas de loi de finances qui est votée avant le 31 décembre, c'est 30 milliards. Ça, c'est une note qui date de début septembre, avant même la démission enfin, pas la démission, mais le vote de confiance perdu du Premier ministre Bayrou. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui d'aggravation du déficit si nous ne votons pas un budget. Et ça, je ne parle même pas des notations, des agences de notation qui risquent de s'aggraver et donc d'alourdir encore plus les intérêts de la dette. On peut le voter avec 1 ou 2 mois de retard. Mais non, mais en fait, la Constitution... On peut faire ces réformes, moi, je veux bien on peut le faire aussi, on l'a fait l'année dernière. Je veux bien qu'on torde de la Constitution à chaque fois dès qu'on a un problème, mais la réalité, c'est que la Constitution dit qu'on a 70 jours pour étudier un budget. Donc, c'est-à-dire que si nous ne déposons pas avant lundi un budget sur les bureaux de l'Assemblée et du Sénat, nous ne pourrons pas avoir un budget avant le 31 décembre. Donc, on pourra effectivement faire une loi spéciale, mais une loi spéciale qui aura de toute façon un impact à la fois sur les marchés financiers, parce que baisse de confiance, en plus à l'approche des municipales, pour les collectivités territoriales, ça a un impact fort. Pour les entreprises, on voit bien déjà qu'il n'y a plus d'investissement actuellement, il y a une frilosité très importante sur les investissements des entreprises, et puis aussi un impact sur les allocations, toutes les aides qu'on doit faire sur les Français. Donc Thomas Ménager, au RN, ça ne vous pose pas de problème de laisser filer les déficits encore quelques mois début 2026, quitte à créer une panique financière? Non, il n'y aura pas de panique. Attendez, on va refaire le même cinéma que l'année dernière, où on va nous jeter l'anathème de vous êtes irresponsable, ça va être la catastrophe. Ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est d'avoir depuis des années des gouvernements qui n'ont pas fait les réformes structurelles, qui n'ont pas fait les bons choix budgétaires. Nous, on propose aujourd'hui d'aller aux urnes pour qu'il y ait un gouvernement en capacité de faire un bon budget. C'est-à-dire qu'à un moment, de décaler de 2 mois, c'est-à-dire de prolonger le budget de l'année dernière, c'est pas ça qui va être catastrophique. Vaudrait mieux que ça soit dans les temps. Tout ce temps il aurait mieux fallu. C'est un coût pour la France. La loi spéciale a eu un coût budgétaire pour la France. Il aurait été préférable qu'il y ait un budget dans les temps. Aujourd'hui, lundi, c'est demain, quoi. Donc, clairement, il n'y a même pas de gouvernement. C'est-à-dire quel budget va être déposé, quel va être le cap de ce budget. Alors, bien entendu, il y aura un travail parlementaire qui peut se mettre en place. Mais aujourd'hui, ce sketch, on l'a déjà fait. Vous savez combien ça a coûté le décalage et la loi spéciale l'année dernière? Oui, il y a eu plusieurs estimations. 100 millions par jour. Oui, mais 100 millions supplémentaires de déficit par jour. Moi, j'ai pas envie l'absence de réforme structurelle, monsieur Iacovelli, je pense qu'il ne faut pas relativiser le déficit public, parce qu'en fait, le déficit public, c'est celui qu'on assume aujourd'hui, ça sera pour nos enfants demain. Et honnêtement, je pense que c'est pas un beau cadeau à faire, et même sur le quotidien des Français, ça a un impact. Monsieur Iacovelli, vous êtes membre d'un parti, du moins d'un groupement, du bloc central, qui a soutenu Emmanuel Macron, qui a créé plus de 1000 milliards de dettes. Donc vous n'allez pas me donner de leçons. Vous savez, monsieur le député, comment il est composé. Les 1000 milliards de dettes, vous savez ce que c'est les 1000 milliards? Rien que 50% des 1000 milliards supplémentaires, c'est les retraites. Réforme des retraites que vous avez refusée. Non, il y a eu un rapport de la Cour des comptes aussi. Vous avez fait le coup de c'est le Covid, c'est les retraites, voilà, vous avez fait cette réforme, mais dans tous les cas. On va parler de la réforme des retraites, puisque Elisabeth Borne s'est prononcée en faveur d'une suspension de sa propre réforme des retraites. Alors, il faut faire cette concession pour pouvoir éviter une censure sur le budget.
Alors, j'ai envie de vous dire le en même temps. En même temps, il y a besoin d'avoir une concession et des concessions politiques avec des groupes politiques qui aujourd'hui demandent, enfin qui ont lutté contre cette réforme des retraites qui était nécessaire. Et en même temps, économiquement, c'est catastrophique si on suspend ou on abroge cette réforme des retraites. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, nous avons 400 milliards de dépenses pour les retraites, pour les retraités, d'accord ? Pour assumer les pensions. Nous avons 260 milliards seulement de cotisations de retraite. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, notre modèle de retraite est déficitaire par principe. D'accord ? Et rien qu'avec les nouveaux retraités qui vont arriver en 2026, c'est plus 6,7 milliards supplémentaires. Donc on voit bien que si nous n'avons pas de réforme structurelle sur la réforme des retraites, on va perdre ce modèle. Et c'est ce que je reproche à la gauche aujourd'hui, c'est qu'à vouloir se battre pour conserver un système qui aujourd'hui ne fonctionne plus et qui repose sur des bases de 45 et non plus de 2025, en fait, on risque de perdre notre système. Donc moi, je suis pour la réforme, je suis un réformateur, je pense qu'on peut engager une nouvelle réforme des retraites qui soit plus juste sur les femmes, sur la pénibilité, sur les carrières longues. Oui, mettons sur la table cette nouvelle réforme des retraites, mais ne suspendons pas, parce que si nous suspendons, c'est à horizon 2035, plus 13 milliards d'euros supplémentaires de déficit. Vous entendez les arguments du sénateur ? Ça va coûter très cher de suspendre cette réforme. La suspension, là, pour les premières années, mais c'est vrai qu'à terme, on a un problème catastrophique vis-à-vis des retraites, et il y a nécessité de changer totalement notre vision. Parce qu'en fait, on reporte progressivement, et ça ne règle pas le problème. La réforme Borne n'a pas réglé le problème. Les rapports du corps prouvent bien qu'il y aura encore un déficit, que l'on revienne ou non sur la réforme des retraites. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est changer totalement notre vision. C'est-à-dire que le rapport du corps le dit très bien, si on avait aujourd'hui le taux d'emploi des Pays-Bas, c'est 140 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires chaque année. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a des jeunes qui ne travaillent pas, qui rentrent trop tard sur le marché du travail. On a des seniors qui sont totalement dégagés du marché du travail. Plus personne ne veut embaucher des personnes à partir de 55 ans. On le voit chacun dans nos circonscriptions. Et donc il faut remettre la France au travail, réindustrialiser. Il faut relancer la natalité parce que le modèle par rapport à 45, c'est qu'au final, maintenant, il n'y a plus assez d'actifs. Mais dans les 18 mois à venir, Thomas Ménager, si une suspension de la réforme des retraites est proposée, est-ce que le RN la vote ? Non mais, bien entendu. La suspension, mais il ne faudra pas s'arrêter à la suspension. L'idée, ce n'est pas juste de dire suspension, abrogation, c'est de travailler sur les autres leviers, c'est de travailler aussi sur une nouvelle réforme qui soit un équilibre entre justice sociale et compte public. Parce qu'il y a aussi une chose qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a une personne sur deux qui arrive à la retraite en étant au chômage. Il y a un effet d'éviction énorme, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent sur votre système de retraite, mais vous en dépensez plus sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, sur le RSA, sur le chômage. C'est pour ça que, pardonnez-moi, mais c'est pour ça que le fait d'entreprendre une nouvelle réforme des retraites, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas de peur du débat et je pense qu'on peut effectivement avoir un débat qui peut d'ailleurs aller jusqu'au présidentiel sur la question des retraites parce que je pense que c'est un débat de société, un débat qui doit être tranché par une élection présidentielle. Donc moi, je n'ai pas peur de ça. Mais le fait de suspendre la réforme des retraites de 2023 avant même de refaire une nouvelle réforme, ça serait catastrophique économiquement. Ça, on peut se le dire collectivement. Non, parce que si c'est progressif, c'est-à-dire c'est 500 millions cette année. Vous vous rendez compte, ça veut dire que... Et 1,5 milliard l'année prochaine. Vous parliez, c'est pas des sommes qui sont énormes. Vous parliez tout à l'heure des marchés financiers. Vous imaginez le message qu'on envoie aux marchés financiers, c'est-à-dire qu'on a fait une réforme dure, qui a été douloureuse pour les Français, qui a été douloureuse pour l'ensemble de la classe politique également. Et on va dire que 2 ans après, parce qu'on essaye d'éviter une dissolution, on va faire une suspension de cette réforme. Mais ça n'a aucun sens. Quand il y a une crise de confiance, vous parliez tout à l'heure, un texte qui n'a pas été voté, qui a été passé dans la violence, par 49.3, il a été voté au Sénat, pardonnez-moi, mais on existe au Sénat, vous savez, c'est la 2e chambre, et pour qu'une loi soit promulgable, il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat. Donc on existe pas forcément aujourd'hui la réalité de la classe politique et de la réalité, pas de la classe politique, mais de la réalité des Français. Les sénateurs représentent l'ensemble des territoires français et ultramarins. Et vous êtes majoritaire au Sénat, les LR. Je ne suis pas LR, moi. Pas vous, mais les LR sont majoritaires. La droite, elle est majoritaire au Sénat, alors qu'elle n'est pas majoritaire. Vous parliez tout à l'heure aussi de remettre les gens au travail, mais vous avez voté contre la réforme de l'assurance chômage. Vous êtes contre le fait de pouvoir faire en sorte de remettre les Français au travail, de travailler plus, parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour notre pays de créer plus d'emplois et plus d'activités. Vous êtes incohérent. Vous êtes incohérent. Il n'y a pas assez d'emplois. Dernière question, la fiscalité des plus riches. Est-ce que sur ce point-là, on peut vous mettre d'accord ? Est-ce qu'un compromis
compromis est possible. Est-ce qu'on peut taxer les plus fortunés? Est-ce qu'un compromis est possible? Oui, rapidement. Oui, mais intelligemment. Pas la taxe Zuckman qui va taxer les biens professionnels. Nous, on propose un impôt sur la fortune financière qui exclut les parts dans les PME, les ETI, c'est-à-dire les entreprises qui irriguent notre territoire, les biens professionnels et une résidence unique, parce qu'on croit que chacun peut avoir une résidence familiale qui coûte un peu cher, qu'on a hérité, et c'est aussi l'enracinement. Donc vous taxez les actions dans les grands groupes? Dans les grands groupes, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient à une forme d'ISF, mais intelligente, c'est-à-dire qui exclut tout ce qui profite à l'économie réelle. Xavier Iacovelli, un compromis est possible, par exemple, avec le Rassemblement national sur un effort pour les plus aisés? Je pense qu'il n'y a pas qu'avec le Rassemblement national. Je pense qu'on peut trouver un compromis avec l'ensemble de l'Assemblée nationale et l'ensemble des forces politiques sur une taxation supplémentaire pour les plus hauts revenus, qui ne soit pas effectivement la taxe Zuckman, mais par contre, ça peut être une revisite aussi du pacte Dutreil, par exemple, où on a vu un certain nombre d'abus sur la transmission du patrimoine personnel. Merci beaucoup Xavier Iacovelli, Thomas Ménager pour ce débat très animé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao, ciao.